30 millions de dollars en or étaient déjà enfermés dans le coffre-fort de Tony Beats cette saison, un chiffre suffisamment important pour inciter la plupart des mineurs à tout fermer, protéger leurs gains et attendre confortablement que la neige enterre le Klondike. Mais Tony n'a jamais été conçu pour le confort. Alors que l'hiver approche à grands pas au Yukon et que le prix de l'or grimpe encore de 100 dollars, l'once, il regarde le sol et voit quelque chose de bien plus dangereux que le risque. Il voit des affaires inachevées. Et une fois que cette pensée vient à l'esprit de Tony, aucun membre de son équipe ne peut respirer tranquillement. Il fixe un objectif si ambitieux qu'il change instantanément l'ambiance tout au long de l'opération. 1000 onces en une seule semaine. 7 jours pour retirer près de 2,5 millions de dollars de la terre gelée avant que l'hiver ne ferme la porte. C'est le genre de nombre que les mineurs recherchent toute leur carrière sans jamais toucher. Mais Tony l'annonce, comme si c'était simplement la prochaine étape logique, même si tout le monde autour de lui comprend à quel point ce rêve est fragile. L'équipe de Beats avait déjà dépassé son objectif initial de 6500 onces quelques semaines plus tôt. Cela aurait dû être le tour de la victoire. C'est à ce moment-là que Tony aurait dû relâcher l'accélérateur, protéger son équipement et cesser de pousser ses travailleurs à bout. Mais pour Tony, cet objectif initial n'a jamais été la ligne d'arrivée. C'était simplement la preuve qu'ils étaient capables d'atteindre quelque chose d'encore plus grand. Et il y a une autre raison pour laquelle Tony refuse de ralentir. Parker Schnabel se rapproche d'une saison stupéfiante de 10 000 onces et ce chiffre hante le Klondike toute l'année. Il est chuchoté dans les stations-service, échangé à la radio et répété dans les camps miniers comme un défi suspendu dans les airs. Parker s'est accumulé semaine après semaine au-dessus de 500 onces et se situe désormais près de 700 onces devant Tony. Et pour un homme connu comme le roi du Klondike, cet écart semble personnel. Puis les prix de l'or grimpent à nouveau, et soudain chaque once enfouie dans la terre devient encore plus précieuse. Chaque camion de marchandises payantes comporte désormais des enjeux plus élevés qu'il y a quelques semaines seulement. Tony a déjà accumulé plus de 30 millions de dollars en or, mais tout ce à quoi il peut penser, c'est combien il pourrait encore en rester sous ses créances. Au Klondike, les opportunités disparaissent rapidement. Et manquer une occasion peut hanter un mineur pendant une année entière. Alors Tony fait ce qu'il a toujours fait lorsque la pression monte. Il pousse plus fort. Il dit à son équipe qu'ils partent après une semaine de 1000 onces, et tout le monde comprend instantanément ce que cela signifie. Chaque installation de lavage doit fonctionner parfaitement. Chaque camion de transport doit rester en mouvement. Chaque convoyeur courroie roulement et conduite hydraulique doit survivre car une panne au mauvais moment pourrait tout détruire. Mike Beats est déjà en train de traverser le virage et le terrain d'Indian River sur Paradise Hill, alimentant la terre aussi vite que possible. Une autre usine fonctionne régulièrement et il y a suffisamment de terre empilée depuis Esther Cut pour alimenter une autre opération. Mais il manque un élément essentiel, la pièce manquante, et Harold, la 4e usine de lavage massif de Tony, un monstre à 100 mètres par heure qui n'a même pas été activé cette saison. Sans Harold, le rêve de 1000 onces semble presque impossible. Avec Harold courant aux côtés des autres usines, le calcul devient soudainement très réel. 4 stations de lavage fonctionnant 24 heures sur 24 pourraient produire le genre de semaine historique que Tony recherche. Le problème est qu'Harold n'est pas prêt. Il est en morceaux éparpillés dans la cour, tandis que l'horloge de la saison continue de s'approcher de l'hiver. La course commence par la construction d'un socle suffisamment solide pour contenir la machine géante. Une usine de lavage de cette taille ne peut pas simplement être laissée tomber sur un sol mou et espérer survivre. Les tas de l'équipe remplissant la terre à gauche, au milieu et à droite, nivelant soigneusement chaque centimètre carré tout en surveillant les revers et les points faibles. Tony traverse lui-même le nouveau tapis, frappant la terre sous ses bottes, avant de finalement décider qu'il est suffisamment stable. Puis Harold arrive. La machine massive est transportée en position et abaissée sur le plateau avec une précision brutale. De loin cela semble simple, mais une erreur ici pourrait détruire toute la configuration. Tony a déjà vu des fondations mal construites ruiner des équipements valant des millions de dollars, et il refuse de laisser l'histoire se répéter maintenant alors que tant de choses sont en jeu. Vient ensuite l'énorme trémie d'alimentation de 30 pieds, la machine chargée d'avaler la terre brute et de l'introduire dans l'usine. L'équipage le guide vers l'arrière, pouce par pouce, tout en criant des commandes radio et en appelant des corrections. Puis le chaos éclate lorsque l'opérateur se rend compte qu'il écoute sur le mauvais canal radio
et que le chargeur commence à dériver hors ligne. Pendant un moment de tension, tout semble être à quelques secondes du désastre avant que l'équipage ne se rende compte de l'erreur et ne force la machine à se remettre en position. Ils se réinitialisent, ils se réalignent, ils avancent à nouveau. Puis tout à coup, la trémie géante se met parfaitement en place avec le genre d'atterrissage en douceur qui cache à quel point les choses ont failli mal tourner. Le soulagement se propage à travers l'équipage, mais il ne dure que brièvement, car tout le monde sait que le véritable problème attend toujours. L'eau alimente tout dans le Klondike. Sans pression, les vannes échouent. Le gravier ne se sépare pas correctement. L'or s'infiltre directement dans les résidus et disparaît pour toujours. L'énorme pompe diesel d'Harold est restée inactive pendant trop longtemps. Et lorsque Tony la démarre enfin, le tableau de bord affiche instantanément un avertissement d'erreur. Le système affirme que les niveaux de liquide de refroidissement sont dangereusement bas. Tony ouvre le réservoir et voit immédiatement le problème exactement opposé. Le réservoir de liquide de refroidissement est complètement plein, voire déborde. C'est alors que son expression change, car il sait exactement à quel point cette situation est dangereuse. Peu importe que le liquide de refroidissement soit réellement plein ou vide, si le capteur refuse de coopérer. Et à ce moment brutal, Tony comprend la vérité. Après avoir construit un empire, après avoir récolté 30 millions de dollars, après avoir couru la plus grosse semaine de sa carrière, tout son rêve d'un salaire de 1000 onces pourrait désormais dépendre d'un seul capteur défectueux, enfoui dans une machine qui refuse de fonctionner. Si l'ordinateur estime que le niveau est bas, le moteur refuse de démarrer. Il s'agit d'un verrouillage de sécurité, et c'est le genre de problème qui peut transformer un revers d'une journée en un désastre d'une semaine. Avant que cela n'aille plus loin, si vous suivez la saison avec nous, appuyez sur le bouton d'abonnement et sonnez la cloche. C'est la seule raison pour laquelle ces pannes documentaires continuent à se produire, et cela aide davantage de personnes à trouver la chaîne. Tenez-vous-en à cela, car ce qui se passera dans les prochaines minutes décidera si Tony a encore une semaine de 1000 onces ou un presse-papier très coûteux sur un tout nouveau bloc. Il n'y a qu'une seule personne sur la propriété qui peut ouvrir cela et arranger les choses. Tony prend la radio et appelle Lucas. Le premier appel reste sans réponse. Le deuxième appel reste sans réponse. Harold est assis sur le nouveau tapis complet connecté et inutile. Le soleil monte. La saison rétrécit. Et quelque part dans ce silence, la semaine de 1000 onces de Tony ne tient qu'à un fil. Lucas Lotz est le genre de mécanicien dont rêvent toutes les exploitations minières, et peu d'entre elles en ont. Il se présente à la pompe avec une boîte à outils, un lecteur de diagnostic et le calme d'un homme qui a déjà vu toutes les pannes possibles d'un moteur. Tony lui donne le récapitulatif. Le système pense que le niveau de liquide de refroidissement est faible. Ce n'est pas le cas. Le moteur ne démarre pas. Le code ne s'effacera pas. Chaque minute où Harold reste silencieux est une minute pendant laquelle les 3 autres usines supportent une charge de travail pour laquelle elles n'étaient pas dimensionnées. Lucas effectue le diagnostic. Il retire le lecteur du port ECM et regarde les chiffres. L'ECM, le module de commande électronique, est le cerveau du moteur. Il voit ce que voient les capteurs. S'il décide que le niveau de liquide de refroidissement est bas, rien de ce que Tony dit ou fait dans la cour ne le convaincra du contraire. Lucas passe en revue les possibilités à voix haute. Il peut s'agir d'un problème de câblage du capteur. Dans le pire des cas, c'est l'ECM lui-même. Et cela signifie commander un nouveau module parmi les 48 inférieurs. Cela fait une semaine, peut-être plus. Et Mike, qui comptait sur Harold pour commencer à mâcher son salaire d'ici vendredi, va être furieux. Vous l'avez commencé et tout. Ouais. Je vais aller vérifier ce que fait Colby. Ces moteurs sont assez courants, mais dans le meilleur des cas, j'ai juste besoin de refaire certains câblages de capteurs. Dans le pire des cas, nous aurons besoin d'un ECM et cela prendra environ une semaine. Lucas fouillait dans le capteur du liquide de refroidissement. Le capteur indique définitivement un niveau bas lorsque le réservoir est trop plein. C'est la faute. Remplacer un capteur en ville prendrait 2 heures. Remplacer un capteur dans le Klondike sur un site qui ne stocke pas cette pièce en particulier est une autre conversation. Lucas n'a pas de pièce de rechange. Il regarde le harnais, il regarde le sac à outils, et puis il cherche quelque chose auquel la plupart des mécaniciens n'y réfléchiraient pas à 2 fois. Un potentiomètre, une petite résistance variable, le genre que l'on trouve dans le bouton de volume d'une vieille chaîne stéréo. Entre de bonnes mains, un potentiomètre peut imiter le signal électronique d'un capteur fonctionnel.
L'astuce consiste à composer la résistance que le capteur enverrait lorsque le liquide de refroidissement atteint un niveau sain. Obtenez cette résistance correctement et l'ECM lit le signal comme d'habitude. Le code d'erreur s'efface. Le moteur démarre. Si vous vous trompez, l'ECM se verrouille plus fort ou laisse le moteur tourner sans réelle protection. Si le liquide de refroidissement baisse réellement, il n'y aura pas d'avertissement. Le moteur pourrait se cuire de l'intérieur vers l'extérieur tandis que le tableau de bord reste silencieux. C'est le genre de solution qui se situe dans la zone grise entre l'intelligent et l'imprudent. Lucas n'est pas ébranlé. Il en a déjà fait des versions. Il a gardé son équipement en vie dans des camps de brousse où le concessionnaire le plus proche était à 2 avions et un ferry de là. Il branche le potentiomètre sur le faisceau à la place du capteur. Il commence à tourner le cadran, observant le lecteur, attendant que le code disparaisse. Le compartiment moteur sent le diesel chaud et la poussière. Les mouches pendent dans la chaleur au-dessus du couvercle de valve. Tony fait les 100 pas quelque part hors du cadre, essayant de ne pas planer. Chaque minute que Lucas passe à tourner le cadran est une minute où le tampon reste sec, et chaque heure où le tampon reste sec est une usine de lavage qui ne bouge pas. Le calcul des milliers d'onces ne se soucie pas des excuses. Il ne s'intéresse qu'à ce qui passe par l'écluse. Lucas travaille le cadran par petits incréments, regardant le lecteur répondre. Les chiffres sur l'écran glissent de haut en bas à mesure que la résistance change. Le code d'erreur clignote. Il maintient le cadran immobile sur le seuil, puis le code disparaît. Le CM pense que le capteur est satisfait. Le verrouillage de sécurité se déclenche. La pompe tourne. Le moteur rugit. L'eau commence à couler vers Harold. Lucas se lève du compartiment moteur avec un sourire discret. La 4e station de lavage est sur le point de rejoindre la flotte. Mike va être plus qu'heureux. Et la semaine des 1000 onces est de retour sur la table. Mais le correctif est un correctif sur le terrain et non permanent. Quelque part sous ce capot, un potentiomètre fait le travail d'un capteur que personne n'a remplacé. Cela tient aujourd'hui. Tony parie que cela tiendra pour les 10 prochains jours. Et la radio de Tony s'allume déjà avec le prochain problème, car dans le Klondike, il y a toujours un prochain problème. Je pense que je l'ai compris. Allons-y. Waouh, un peu. On dirait qu'une astuce du potentiomètre a fonctionné. Donc Mike va être plus heureux qu'un cochon en merde ou qu'un cochon en or à cette période de l'année, je suppose. Une mine avec trop de front. Le message qui passe à la radio est celui que Tony redoute. L'équipe de décapage descend toute l'équipe de décapage. Pour le reste de l'automne, ils travailleront sur le flanc de la colline à côté de la coupe active, enlevant les morts terrains en vue de la saison minière de l'année prochaine. Et ils ont besoin d'équipements d'espace de carburant et d'attention de la part de la direction. Tony fait le calcul dans sa tête. Il a 5 hommes sur les opérations actives et il gère sans relâche une usine de lavage 24 heures sur 24. Ils cherchent à payer. Ils transportent. Ils gèrent l'usine. Ils parviennent à peine à coordonner la coordination de 4 machines. Maintenant, l'équipe de décapage va arriver avec une autre flotte de camions et d'excavatrices et toutes ces machines ont besoin de la même chose dont l'équipe minière de Tony. Service carburant, un mécanicien de garde. La question du combustible à elle seule est une crise mineure qui attend de se produire. 4 installations de lavage fonctionnant 24 heures sur 24 consomment du diesel plus rapidement qu'une petite ville. Ajoutez à cela la flotte de décapage. Et chaque camion-citerne empruntant la route de transport devient un problème de calendrier. Si vous tombez à court d'eau dans la mauvaise usine, l'écluse s'arrêtera en plein milieu de travail. L'or que vous avez déjà extrait commence à disparaître avec les résidus. La conversation à la radio est laconique. Tony comprend pourquoi le déshabillage doit avoir lieu. Tous les mineurs du Klondike savent que les travaux hivernaux sur les morses-terrains sont ce qui rend possible la prochaine saison. L'automne est l'une des périodes de décapage les plus productives de toute l'année. Mais comprendre la nécessité d'un problème ne fait pas disparaître le problème. La colline va devenir profonde. La boue va être brutale. Et quelque part au milieu de tout cela, 4 installations de lavage doivent fonctionner 24 heures sur 24. Tony éteint la radio et regarde sur son bloc-notes. L'opération n'a jamais été aussi grande. Les ambitions n'ont jamais été aussi élevées. Les marges d'erreur n'ont jamais été aussi minces. Chaque machine supplémentaire sur son terrain est une autre chose qui peut tomber en panne. Chaque membre d'équipage supplémentaire est une autre paire de mains en compétition pour le même personnel de soutien limité. Il dit à son équipe minière de faire fonctionner les usines quoi qu'il arrive.
Il leur dit de rester concentrés sur la paye. Le dépouillement aura lieu que quiconque soit prêt ou non. Il sait à quoi ressemble un équipage distrait. Il a vu de bonnes saisons s'effondrer ces dernières semaines parce que l'attention a dérivé. Mais dire à un équipage de rester concentré et lui donner les corps nécessaires pour le faire sont deux choses différentes. Lucas est un mécanicien. La flotte de décapage est sur le point de doubler le nombre de machines sur le terrain de Tony. Quelque part dans les prochaines 48 heures, une usine va appeler à l'aide. Et la radio va répondre par le silence. La question n'est pas de savoir si. Il s'agit de savoir quelle usine et quelle quantité d'or elle emporte avec elle lorsqu'elle tombe en panne. Parker Schnabel est en tête. C'est la froide réalité qui suit Tony dans le Klondike depuis des semaines. Les équipages de Schnabel accumulent de l'or. Plusieurs semaines au-dessus de 500 onces, près de 700 onces d'avance sur le total de la saison de Tony. Cette semaine, c'est 606,55. Nous avons donc cassé 600 onces en une semaine. Méchant. Retour sur la bonne voie. Sur le papier, la course vers les 10 000 est pour Parker une perte. Mais Parker ne regarde pas le papier. Il regarde la saleté. Alors que tout le monde poursuit l'objectif de la saison en cours, Parker a déjà réorienté une partie de son attention vers l'année prochaine. Ses équipes de décapage démarrent une nouvelle fosse sur la rivière Indian. Mitch, l'un des opérateurs les plus fiables de Parker, dirige les opérations de décapage, alors même que la mine active travaille à plein régime. Parker comprend ce que ses concurrents oublient parfois. Les onces que vous versez à la fin de cette année sont une conséquence directe du sol que vous avez exposé l'automne dernier. Le dépouillement d'automne est le moteur silencieux derrière chaque total d'or. Cela ne signifie pas que Parker relâche ses efforts cette année. Les usines fonctionnent toujours, la paix évolue toujours, et la marge sur Tony ne garantit rien. La saison du Klondike peut changer demain sur une seule semaine. L'avance de Parker est réelle, mais un transport de 1000 onces de Tony réduit l'écart du jour au lendemain. 2 d'entre eux et la couronne changent de tête. Parker connaît les mathématiques aussi bien que Tony. Le seul mineur qui n'a pas le luxe de penser à l'année prochaine est celui qui n'est toujours pas sûr de pouvoir payer son équipage pour celle-ci. Rick Ness trouve sa paye. Rick Ness a connu une saison qui aurait brisé la plupart des opérations. 2 mois se sont écoulés sans que l'usine de lavage de Rick ne verse une seule véritable récolte d'or. 2 mois à brûler du carburant, à payer des salaires et à regarder le calendrier se rétrécir. Puis, la semaine dernière, Rick a lancé Monster Red à Vegas Valley. Et pour la première fois depuis des mois, le nettoyage a porté ses fruits. Plus de 200 onces. Le genre de numéro qui rappelle à un équipage pourquoi il est venu vers le nord en premier lieu. Le retour de Z, l'ami de longue date de Rick, élève encore plus l'équipage. Z est de retour sur la concession regardant le coton doré sur la table et secouant la tête devant sa taille. Une équipe de 7 hommes déplaçant autant de terre n'est pas une mince affaire. Mais Rick fait déjà le calcul de ce qui reste. L'objectif de Rick est de 1800 onces. C'est le nombre qui déclenche le bonus. Dans l'état actuel des choses, Rick a à peine plus de 600 ans. Il reste 3 semaines, peut-être moins. Pour atteindre 1800, Rick doit consommer en moyenne 400 onces par semaine pour le reste de la saison. Ce serait un record que son opération n'a jamais atteint. Comment ça va? Oh mec, c'est une toute autre histoire. Ouais, c'est cette période de l'année, mec. Vous savez, tout le monde est fatigué. Oh ouais, tout le monde est ordinaire. Tout le monde est ordinaire, mais ils seront heureux de vous voir et nous pourrions certainement avoir besoin d'une paire de mains supplémentaires. Où en es-tu maintenant? Nous n'en sommes même pas à 700. Il y en a à peine plus de 600. Rick essaie d'y croire. Mais debout à côté de l'usine de lavage regardant le foin du nettoyage, il se prépare déjà à ce que Bailey est sur le point de lui dire à la radio. La question impossible de Bailey. L'appel est bref et plat. La voix de Bailey à la radio a le ton particulier d'un homme sur le point d'annoncer une mauvaise nouvelle. Il a un gros problème au niveau du cut. Rick lui dit qu'il sera là dans quelques minutes, monte dans le camion et commence à conduire. Lorsque Rick atteint le fond de Vegas Valley, Bailey l'accompagne jusqu'au visage de la coupure et le pointe. Rick voit le problème avant que Bailey doive l'expliquer. Les salaires qu'ils ont accumulés, la raison pour laquelle ils ont migré vers Vegas Valley en premier lieu, s'épuisent beaucoup plus tôt que prévu par Rick. Il reste 1 semaine de salaire dans la réduction active, peut-être moins. Rick regarde le sol. Bailey présente les options et il n'y en a pas beaucoup. Ils peuvent essayer d'élargir la coupe.
c'est le seul véritable choix. Mais s'agrandir à cette période de l'année, avec le peu de temps qui lui reste, n'est pas la décision que Rick aurait choisie. Puis Bailey montre le mur à côté d'eux. 40 pieds plus haut sur la pente, la couche salariale continue. Rick peut le voir. Le sol riche en or est juste là à portée de vue. Je dirais que la seule chose que nous pouvons faire est d'essayer de nous développer. Ce n'est pas idéal. Ce n'est pas cette période de l'année. Ce n'est pas idéal. Mais en réalité, je regarde cette pièce ici. Je veux dire, c'est le salaire là, et nous l'observons. Ouais, je sais. Vous n'avez pas l'air très enthousiaste. Ouais, je viens de voir tout ça. C'est 40 pieds de matériel que vous devez déplacer pour obtenir la paye. Il n'y a que 40 pieds de mort-terrain dessus. 40 pieds de mort-terrain signifie des semaines de décapage avec du matériel lourd, des semaines que l'équipe de NES n'a pas. Le calcul des bonus devient plus difficile. L'or de 1800 onces s'éloigne. Bailey n'est pas du genre à exagérer. Il regarde Rick et admet tranquillement qu'il n'en voit pas 1800 arriver. Pas plus. Et l'hiver ne demande pas la permission. Les nuits deviennent déjà froides, les premiers froids s'installent. Cette vallée transforme le sol en béton. Rick refuse d'arrêter. Il dit à Bailey qu'il remonte la pente. Il creuse les 40 pieds pour atteindre la couche riche avant que l'hiver ne les arrête. Il préfère pousser les efforts pour obtenir 400 onces et échouer plutôt que d'abandonner son équipage avec 3 semaines de salaire encore en souffrance. Ils vont arriver à la fin de la saison d'une manière ou d'une autre. Et puis la radio crépite à nouveau car chez Monster Red, un autre équipement est sur le point de tomber en panne. Z est sur la sellette chez Monster Red. Après des années à se présenter en début et en fin de saison, il charge la plante comme s'il ne l'avait jamais quittée. Ryan Kent, le mécanicien, dirige la deuxième chargeuse et nettoie les résidus. La paye court. Pour la première fois depuis des semaines, l'opération donne l'impression de bourdonner. Puis Ryan le repère. Il appelle Z à la radio et lui dit d'éteindre immédiatement le distributeur. Z tire le levier. Ryan s'approche avec une épingle de 2 pouces à la main. Il l'a vu rebondir sur une goulotte à résidus et atterrir sur son seau alors qu'il s'éloignait de l'usine. La goupille relie les barres Grizzly à la charnière de la mangeoire. Sans cela, le Grizzly est à un coup de pile ou face d'un échec complet. Perdez le Grizzly et le reste de la saison est terminé. Z et Ryan grimpent sur la trémie d'alimentation de secours de Monster Red à la recherche d'un remplaçant. Pas de dernier. Ryan se tient sur les épaules de Z. La première goupille se détache, glisse et tombe directement dans l'équipement avant qu'ils ne puissent l'attraper. Ils maudissent et reviennent pour un autre. La deuxième tentative fonctionne. Ils alignent la barre Grizzly, enfoncent la goupille avec un marteau de 20 livres et l'ensemencent. Dans le calme, pendant qu'il travaille, Ryan parle de ce que cette saison lui a fait. Il a une femme et une fille. Il a une entreprise à la maison. 6 mois au Klondike, loin de tout ce qui compte, c'est beaucoup demandé. Et si l'or ne vient pas, le sacrifice semble encore plus lourd. C'est juste une saison bizarre. Ça a été dur. Nous venons tous ici pour travailler pour l'or. C'est la seule raison pour laquelle nous venons ici. Et passer 6 mois loin de chez soi, de sa famille et de son entreprise, et ne pas rentrer chez soi avec grand-chose ou quoi que ce soit, c'est une tuerie, mec. C'est dur. Sa fille Rachel était en larmes lors du dernier appel téléphonique concernant son départ. Sa femme dirige seule la maison depuis 6 mois. Ryan ne veut pas laisser tomber Rick. Il ne veut pas non plus laisser tomber sa famille. Et à un moment donné, au cours d'une saison aussi difficile, un homme doit se demander lequel il peut se permettre de continuer à perdre. Ryan commence à se demander si la saison prochaine en vaut la peine. Z écoute. Il dit à Ryan de remporter les petites victoires. Insérez la goupille. Faites fonctionner l'usine. Le reste peut attendre l'intersaison. La broche est ensemencée. 2 heures d'arrêt. Au rythme du Klondike, 2 heures, c'est de l'or qu'on ne peut pas récupérer. Et à 3 semaines de la fin de la saison, chaque heure perdue par Rick est 1 heure que son équipe ne verra pas dans son enveloppe bonus à la fin de la course. Et à 100 000 à l'ouest, Harold arrive enfin à Verse. Le potentiomètre tient. La pression de l'eau est constante. Chaque usine de la flotte betterave fonctionne en même temps pour la première fois de la saison. Et les chiffres des premières 48 heures provenant de Esther sont suffisamment solides pour maintenir la semaine de 1000 onces en vie sur le papier. Mais fort sur le papier n'est pas forcément fort sur le terrain. Les camions-citernes de Tony sont déjà rationnés dans 4 usines et une flotte de décapage qui n'était pas prévue dans le budget il y a 1 semaine.
Lucas est le seul mécanicien sur la propriété et l'équipe de décapage a des machines en ligne derrière lui avant qu'Harold n'ait terminé son premier quart de travail. Et quelque part dans le coin coupé, l'une des plantes les plus anciennes commence à chauffer un peu sous la charge. Personne ne l'a encore signalé à la radio. Personne ne veut être celui qui ralentit la semaine. Mais le chaud devient chaud. Et le chaud devient un roulement grippé. Et un relèvement grippé lors de notre poussée de 60 sur 1000 onces est le genre de moment que Tony passera l'intersaison à essayer de ne pas se souvenir. Le roi fait fonctionner ses 4 usines. Les rivaux se rapprochent. Parker envisage déjà l'année prochaine. Et la question n'est pas de savoir si quelque chose d'autre sur le terrain de Beats est sur le point de se briser. Il s'agit de savoir quelle pièce tombe en panne en premier, combien d'or elle emporte avec elle, et si Tony peut arriver à la fin de la semaine avec la couronne toujours sur la tête. Ou regarder une course record lui filer entre les mains un capteur cassé, un réservoir de carburant vide, un roulement surchauffé à la fois.